Alors, je ne suis pas un spécialiste ni un expert de bande dessinée. J'enseigne la littérature. Je suis amateur de bande dessinée en tant que lecteur. Donc, on dirait que ce n'est pas une expertise, mais une expérience. Et la raison pour laquelle on m'a sollicité cet après-midi est que, au cours des 3 dernières années, j'avais fait le choix de proposer à nos étudiants de lettres et sciences humaines un cours qui était consacré à la relecture de l'héritage classique à travers des médias contemporains, dans le cadre de ce que j'appelais, mais avec des gros guillemets, la culture populaire. Donc nous avions travaillé sur le cinéma, nous avions travaillé sur la télévision et nous avions travaillé aussi sur la bande dessinée. Et mon idée était de montrer comment des héritages, des traditions ou des éléments de savoir et de connaissance qui appartiennent a priori, bon, d'une part à l'histoire et au passé, mais aussi au monde académique, peuvent être encore présents dans la culture de tout à chacun. Alors présent en étant évidemment réécrit, revisité, remis au goût du jour, parfois fantasmé. J'avais donc choisi un parcours qui revisitait certains lieux communs de l'imaginaire collectif à propos du domaine d'expertise qui est a priori le mien en tant qu'universitaire, c'est l'Antiquité classique, donc le monde grec et romain. Donc c'est un petit peu de cela dont je vais parler pour ouvrir cette table ronde, mais en essayant quand même surtout de poser des questions, je dirais, d'ordre théorique ou conceptuel sur la question du genre, hein, pour essayer ensuite de lancer la discussion. Alors j'ai un PowerPoint qu'on va ouvrir. Oui, peut-être qu'en fait, je pense que voilà, il n'y a pas de plan de table, donc c'est vrai que je vais le manipuler. Ce sera mieux, voilà. Alors, le Macintosh et moi sont deux univers. Voilà, c'est là pour commencer le diaporama. Hop, et voilà. Alors, je vous mets ici une couverture du chapitre premier du cycle Murena, que certains connaissent peut-être, donc de Dufaux et de Laby, qui va me servir je dirais de fil conducteur pour la présentation que je veux faire. Alors c'est un choix que j'assume de manière assez simple, puisqu'il s'agit donc d'un cycle dont le premier album est sorti en 2001 et le dernier est sorti en 2013, publié chez Dargaud. Un cycle qui appartient à ce qu'on pourrait appeler de manière assez immédiate et simple la bande dessinée historique, enfin un contenu historique, donc qui est une réécriture d'un épisode de l'histoire romaine, un épisode bien connu qui est assez présent dans l'imaginaire collectif, y compris pour qui n'est pas un spécialiste de l'Antiquité classique et de l'histoire ancienne, c'est le règne de l'empereur Néron, donc qui a donné lieu à de nombreuses productions littéraires, cinématographiques, etc. Et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu de tout cela dans les albums de Dufaux et de Laby. C'est pour ça qu'ils m'intéressaient, puisque il me semblait qu'ils étaient assez bienvenus pour comprendre comment un héritage classique peut être repris donc dans une production comme la bande dessinée. Donc je ne parlerai pas que de ces albums, mais bon, ce sera le fil directeur. Alors, je voudrais d'abord poser une première question qui est celle de ce que représente la bande dessinée, et je vais l'aborder sous l'angle de l'action. Alors, le défi qui est posé à travers l'objet de la table ronde, c'est de savoir à quel genre la bande dessinée appartient. Alors, c'est une question qui est d'ores et déjà biaisée, et nous pourrions mettre fin à la table ronde immédiatement, puisque la bande dessinée aujourd'hui est reconnue comme un art à part entière, hein, qui s'inscrit dans une série d'arts identifiés avec leurs règles, leurs auteurs, leurs traditions, leur histoire maintenant, puisque la bande dessinée
bien qu'elle ce soit une production récente, récemment venue, commence maintenant à avoir véritablement une histoire riche. Donc, en tant qu'art, évidemment, elle est susceptible d'exister sous la forme de genres, hein, de genres qui peuvent être identifiés, qui peuvent se croiser, etc. Donc, la bande dessinée en tant que telle n'est pas un genre. Maintenant, la bande dessinée n'est pas venue de rien. Elle a tiré son inspiration. Elle peut continuer à tirer son inspiration d'autres genres artistiques, d'autres formes artistiques, empruntées aussi bien aux arts visuels qu'aux arts de l'écriture. Et puis surtout, la bande dessinée peut se faire l'écho de productions ou de genres artistiques qui ne lui sont pas propres, mais dont elle peut s'inspirer, qu'elle peut reprendre à son compte. Donc la question mérite quand même d'être posée. Alors, c'est quand même un défi, cette question du genre de la bande dessinée. Et alors, c'est d'autant plus un défi pour moi que j'ai choisi de partir, pour le résoudre, pour essayer de répondre à la question, j'ai choisi de partir du texte le plus ancien, le premier grand texte sur la théorie des genres et de critique littéraire dans l'histoire occidentale, c'est la Poétique d'Aristote, donc un texte du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et je me suis posé la question, un petit peu naïve, de me dire, mais si Aristote avait connu la bande dessinée, et s'il avait dû essayer d'en donner une définition, de la classifier, puisque c'est ce qu'Aristote aimait faire, hein, il aimait pouvoir classifier les choses les unes par rapport aux autres, qu'aurait-il fait de la bande dessinée? Où l'aurait-il mise? Alors c'est une question qui n'est pas complètement, je dirais, décalée, parce que dans les productions du temps d'Aristote, il existe des productions qui sont des productions figuratives, hein, d'art figuré, qui racontent des histoires. Donc je veux dire, la bande dessinée telle que nous la connaissons aujourd'hui est une production contemporaine, une invention contemporaine, mais ce n'est pas pour autant que les moyens sur lesquels elle repose sont des moyens qui sont apparus à l'époque contemporaine. On peut trouver évidemment des équivalents, des analogies intéressantes sur des époques plus anciennes. Alors comment Aristote aurait-il défini la bande dessinée? À quel genre ou quelle forme poétique l'aurait-il associée? Alors, il aurait dit naturellement que la bande dessinée est un art mimétique, c'est-à-dire un art de la représentation, qui utilise deux formes de discours, deux techniques de représentation du monde, le texte d'une part, et puis l'image d'autre part. Donc ça peut être une définition très simple de la bande dessinée. C'est une combinaison entre deux discours, celui du texte et celui de l'image. Donc on pourrait dire que la bande dessinée, c'est un récit. Bon, si tant est qu'on accepte qu'une bande dessinée raconte toujours quelque chose, donc il y a toujours une histoire ou une fable derrière, ça aussi c'est une question qu'on peut poser, mais enfin bon, en général les bandes dessinées sont des récits. Donc c'est un récit qui repose sur l'image, ou qui s'accompagne de l'image. Donc il y a une fable à l'origine de la production, donc qui dit fable dit des personnages, des lieux, des actions, et une temporalité. Cette question de la temporalité, évidemment, pour la bande dessinée est essentielle, puisque c'est une succession, une suite d'images et de situations. Donc la bande dessinée représente des personnages en action, et là, on pourrait dire qu'Aristote aurait pu donner la définition de la bande dessinée, puisque dans son chapitre 2 de la Poétique, il dit que ceux qui représentent des personnages en action. Dans le chapitre 3 du même texte, il établit une différence fondamentale entre les modes de représentation. Il y a selon lui des modes qui reposent sur la narration, donc le fait de raconter une histoire. Et il donne comme exemple, évidemment, l'exemple par excellence pour les hommes de son temps, celui d'Homère. Donc il y a un poète ou un narrateur, une voix en tout cas, qui donne vie aux lieux, aux personnages, aux actions, qui les raconte. Et puis, il y a un autre genre, et c'est celui sur lequel son texte va se pencher plus longuement, puisqu'il explique que les choses qui sont représentées peuvent, en tant qu'elles agissent effectivement, être les auteurs de la représentation. Et là, évidemment, il renvoie au théâtre. Lorsque vous êtes au théâtre, l'histoire se déroule sous vos yeux. Il n'y a pas quelqu'un qui vous décrit les personnages, qui vous décrit les décors sont sous vos yeux, les personnages sont sous vos yeux, ils ont donc une existence concrète, tangible, ils relèvent de votre expérience visuelle, et l'histoire se déroule également sous vos yeux, donc sans avoir besoin d'une instance qui est celle d'un narrateur ou de quelqu'un qui raconte. Donc l'art dramatique,
et la représentation d'une action sans passer par le biais de cette narration. L'action est placée sous les yeux, elle se déroule sous les yeux. L'action, le personnage, le lieu existe sous les yeux du spectateur sans aucune médiation. Ce qui donne au théâtre, par rapport à la littérature poétique, à la poésie, une dimension visuelle et surtout une dimension immédiate. Le spectateur au théâtre n'a pas, comme le lecteur d'un récit, il n'a pas à imaginer, il n'a pas à essayer à se représenter mentalement ce qui est narré ou ce qui est décrit. Il le voit. D'une certaine manière, on pourrait dire que cette définition répond assez bien à l'expérience qui est l'expérience de lecture d'une bande dessinée, puisque certes c'est la lecture d'une fable, d'une histoire, donc avec un élément narratif, il y a une narration qui sous-tend un récit de bande dessinée, mais avec le support également de l'expérience visuelle. Les personnages sont mis sous les yeux, les décors sont mis sous les yeux, et l'action est mise sous les yeux. Donc il y a une dimension dramatique de ce point de vue-là, au sens propre, au sens de drama en grec, c'est-à-dire l'action. Il y a une dimension dramatique de la bande dessinée. Et de ce point de vue, on peut aussi faire une analogie, et j'en reparlerai tout à l'heure avec le cinéma, dont la parenté avec l'art dramatique est évidemment plus évidente. Autant je pense que la parenté du cinéma comme genre avec la bande dessinée est quelque chose qui ne pose pas de difficulté à expliquer. Il y a des analogies qui sont assez évidentes, d'un point de vue historique comme du point de vue simplement de l'expérience. Et puis, pour la bande dessinée, c'est sans doute moins évident, mais bon, je voulais poser la question sous cet angle-là dans un premier temps. Alors, je voudrais vous montrer la première planche de Murena. Donc, c'est sur cette planche que s'ouvre le cycle. Alors, les couleurs ne sont pas très bonnes sur cette reproduction scannée, elles sont un peu flashy. L'esthétique, les coloris d'origine sont quand même pas aussi, je dirais, sautent aux yeux que cela. Vous en verrez d'autres de meilleure qualité tout à l'heure. Mais bon, c'est la première planche de Murena. Alors, cette première planche s'ouvre sur un lieu commun de l'imaginaire collectif relatif à l'Antiquité romaine, puisqu'elle commence par un combat de gladiateurs. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce travail de Dufaux et de Laby me paraît extrêmement classique. C'est même souvent, je veux dire, une collection de lieux communs, mais je ne dis pas ça forcément d'un point de vue péjoratif, mais l'imaginaire aussi est fait de lieux communs. Je pense que si j'avais fait un sondage auprès de n'importe qui pour savoir un des éléments qui incarnait par excellence l'Antiquité romaine et qui permettait de planter de manière évidente et immédiate le décor de la Rome antique, je pense que parmi les choses qu'on m'aurait répondu, à côté de la course de chars de baignure, il y aurait sans doute eu le combat de gladiateurs. Bon. Et là, de fait, ça s'ouvre sur un combat de gladiateurs, donc je dirais le décor est planté d'emblée, tout le monde s'y retrouve, tout le monde sait où il est, et tout le monde a compris que ça va être une histoire de Romains. Bon. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ce choix du combat de gladiateurs pour ouvrir la bande dessinée n'est pas, à mon avis, qu'un choix reposant sur la volonté de planter un décor et de planter un univers ou une ambiance de manière immédiate. C'est que, bon, d'une part, il nous plonge d'emblée au cœur d'une action, donc c'est un procédé bien classique de la littérature, c'est l'ouverture in medias res du récit. D'emblée, on est en plein cœur d'un combat, et plutôt à la fin d'un combat, puisqu'on voit que la majorité des combattants sont déjà plutôt en mauvais état, qu'il n'en reste plus beaucoup pour s'affronter. D'une action particulièrement violente, là pour le coup c'est vraiment ce qu'on appelle un début in medias res, parce que c'est de l'action violente dès le début, de l'action pure, j'ai envie de dire, puisque là, le combat de gladiateur c'est de la pure action, comme on dirait aujourd'hui. Et dans un contexte qui n'est pas anodin, puisque c'est un contexte théâtral. Un combat de gladiateur se déroule dans une arène. Alors sur la première vignette, vous avez des personnages qui regardent, qui sont des spectateurs, donc qui prennent un petit peu la place d'un lecteur de bande dessinée. Et puis la deuxième vignette vous montre ce qu'ils sont en train de regarder, qui va être le sujet de l'action, en tout cas pour la première partie de cet épisode. Donc un contexte purement théâtral, purement dramatique, un décor qui est un décor de spectacle, l'arène, et donc j'ai envie de dire qu'ici, c'est une mise en scène du récit par lui-même et une mise en scène de la bande dessinée par elle-même aussi qui est faite d'une certaine manière. Donc un spectacle typiquement romain, le combat de gladiateurs, qui nous donne le spectacle de la Rome antique et qui nous met, nous, en situation de spectateurs de la Rome antique.
Alors il y a toutefois une différence avec le théâtre, c'est que les moyens représentatifs de la bande dessinée sont illimités, on pourrait dire un peu la même chose du cinéma, tandis que tout n'est pas représentable, et vous le savez bien, sur une scène de théâtre. Alors pas seulement au regard des règles classiques de la bienséance, mais aussi du fait même des contraintes matérielles et techniques. On ne représente pas sur une scène de théâtre une bataille ou un combat de gladiateurs. Alors ça a pu se faire à certaines époques dans certains genres. Les critiques de théâtre se sont posé la question de savoir si par exemple tous les massacres et les éviscérations shakespeariennes étaient effectivement mises en scène, représentées sur la scène shakespearienne, version un peu grand guignol. Bon, ce sont des questions qu'on a pu se poser sur certains genres dramatiques parfois, mais vous savez bien qu'au théâtre, en général, lorsqu'il s'agit de relater certains faits ou certaines actions qui ne peuvent évidemment pas être présentes sur la scène, on fait appel alors à un témoin qui arrive sur la scène et puis qui là change immédiatement de mode narratif, et donc on quitte le théâtre à l'instant pour entrer dans la poésie pure, qui se met à décrire, à raconter une histoire. Parce que l'histoire, visuellement, concrètement, pratiquement, ne peut pas être mise sous les yeux. Alors la bande dessinée peut faire ça. La bande dessinée ici peut me montrer un combat de gladiateurs. Elle peut me le mettre sous les yeux et de manière assez crue. Hein, cette deuxième vignette de la planche est quand même assez violente, on peut le dire. En revanche, la bande dessinée emprunte au théâtre nombre de ces techniques dramaturgiques. Dans la bande dessinée, vous avez des dialogues. Les personnages qui interagissent, les protagonistes qui interagissent, dialoguent au même titre que on le fait au théâtre. Et de ce point de vue-là, je veux dire, une analyse comparée de la stylistique du texte de bande dessinée du point de vue du dialogue avec le texte du théâtre du point de vue du dialogue peut être intéressante. On retrouve des techniques qui sont les mêmes. Un personnage de bande dessinée peut penser, mais penser de manière évidente, extérieure pour le spectateur lecteur. Donc au théâtre, c'est ce qu'on appelle le monologue intérieur ou l'aparté. Le personnage qui va s'exprimer directement devant le public et faire part de ses pensées. Alors au cinéma, c'est aussi ce qu'on appelle la voix off, hein, quand on veut rendre compte parfois d'un récit purement intérieur. Et puis vous avez aussi en bande dessinée ce que l'on appelle, comme au théâtre, des didascalies, c'est-à-dire des éléments de texte qui ne relèvent ni de la pensée des protagonistes, ni de ce qu'ils peuvent être en train d'exprimer, mais qui vont vous donner des éléments d'information sur le décor, sur le temps, sur le lieu, sur le déroulement de l'action. Donc de ce point de vue-là, il y a une réelle parenté de technique, de structure et peut-être même simplement de conception intellectuelle à l'origine, de mon point de vue, entre l'art dramatique et la bande dessinée. C'est-à-dire qu'il y a une fable et il y a une mise en scène. La fable, j'ai envie de dire, c'est le texte, c'est le scénario, et puis la mise en scène, c'est ce qu'en fait le dessinateur, c'est le moment où il intervient sur cette fable et sur ce scénario pour recréer des situations, des ambiances, des lieux, des personnages. Alors ce que je vous mets ici sous les yeux, pour insister encore plus peut-être sur cette idée d'une parenté, c'est une édition du théâtre de Voltaire de 1782. Je vous montre deux exemples. Donc c'est une édition des tragédies ou des drames de Voltaire. Et ce qui est intéressant dans cette édition de 1782, qui est la première édition complète du théâtre de Voltaire, c'est que chaque pièce est introduite par une vignette en forme de frontispice, donc qui vient introduire la pièce et qui résume en quelque sorte en une image, qui résume l'essentiel du drame ou de la tragédie, en se focalisant sur l'épisode vraiment central, hein, l'épisode de crise de la pièce en question. Et lorsque l'on regarde attentivement ces vignettes, ces frontispices, il y a beaucoup d'actions. Hein. On sent qu'il y a la volonté de la part de l'auteur de mettre un maximum d'informations sur le contenu de la pièce qui s'ouvre sous les yeux de celui qui a le livre entre les mains. Et j'ai envie de dire que si à ces vignettes, donc illustrant ce théâtre de Voltaire, si on ajoutait des phylactères et que l'on les déclinait en série, c'est-à-dire au lieu d'en avoir une seule qui résume toute la pièce, on en avait toute une série, ben on aurait ni plus ni moins qu'une bande dessinée. Alors, l'inspiration de ces vignettes, hein,
qui peuvent illustrer une tragédie, un drame ou une pièce de théâtre. Je pense qu'on la doit à une mode picturale des XVIIe et XVIIIe siècles, qui était la représentation de scènes célèbres empruntées à la mythologie, à la tradition biblique ou à l'histoire, et à travers lesquelles les passions humaines pouvaient être portées à leur paroxysme, pouvaient être mises en image. Alors, le tableau que vous avez sous les yeux, je ne l'ai pas choisi au hasard. C'est un tableau de Jean-François de Troyes, Créus consumé par la robe empoisonnée, 1746, donc qui est un épisode inspiré de la tragédie Médée, donc une fable célèbre qui a donné lieu à de nombreuses écritures et réécritures dramaturgiques. Et c'est le tableau qui avait été choisi pour illustrer l'exposition, la très belle exposition du Musée des Beaux-Arts de Nantes, le Théâtre des Passions, en 2011. Et je trouve que cette exposition était très très intéressante parce qu'elle nous montrait justement comment il avait existé un genre pictural dans la dernière partie du XVIIe et les premières moitiés du XVIIIe siècle, qui consistait véritablement à représenter comme on l'aurait fait au théâtre, des actions fortes, des passions portées à leur paroxysme. Et pour moi, dans cette esthétique, il y a beaucoup d'analogies, de parenté qu'on pourrait chercher à établir avec la technique de la bande dessinée. Il suffit de regarder la gestuelle des personnages, la manière dont ils interagissent les uns avec les autres. Et on a presque l'impression d'entendre le dialogue aussi et ce qu'ils peuvent être en train de se dire à ce moment-là. Alors, je passe à un deuxième point de réflexion que j'intitule de manière, je dirais, un petit peu peut-être facile, les pouvoirs de l'image. Et je vais commencer là encore par un retour sur un autre grand texte dans l'histoire de la critique littéraire et de la critique des arts en général, et puis de la théorie des genres. C'est le texte de Lessing, intitulé, alors bon, je donne son titre original puisque c'est en allemand, mais je vais évidemment le traduire, Laokoon oder über die Grenzen der Malerei und Poesie, donc Laokoon, ou sur les limites ou les frontières entre la peinture et la poésie, ce qui est un texte de 1766. Dans ce texte, Lessing cherche à explorer les relations existant entre la peinture, donc un art visuel, et la poésie, donc un art du discours. Et il cherche à définir la différence, la frontière qui peut exister, aussi bien du point de vue des techniques que du point de vue même de la conception, entre ces deux domaines de la pratique artistique. L'un le domaine visuel et l'autre le domaine poétique ou discursif. Alors, pour résumer de manière très très simplifiée, voire simplificatrice, un des éléments importants de la thèse de Lessing, je dirais que une des différences essentielles que Lessing place entre ces deux domaines, c'est celle de la temporalité. Il y a une temporalité différente entre les arts figurés et les arts discursifs, la poésie en général. Il y a dans les arts figurés quelque chose qui relève de l'immédiateté, la capacité à donner une fable, à rendre compte d'une situation de manière immédiate, alors que le temps de la poésie est forcément un temps long, qui est celui du discours ou de la narration. L'exemple qui sert d'appui à la thèse de Lessing, c'est ce groupe sculpté très célèbre de l'époque hellénistique, donc le Laocoon, qui reprend un épisode très célèbre du cycle troyen, relaté par différents poètes épiques de l'Antiquité. Et Lessing explique à son lecteur que ce groupe sculpté, qui est assez impressionnant, qui est vraiment une très très belle œuvre, est capable, en une saisie visuelle, il est capable de rendre compte de tout un épisode, de rendre compte de la souffrance aussi bien morale et physique des personnages, de la douleur des corps violentés, de l'effroi, de la terreur, etc. Là où le poète a besoin de tout un récit qui s'inscrit dans la longueur. Alors, l'analyse pourrait être portée en termes comparables sur la bande dessinée, qui est pourtant aussi un art du récit, mais dont la temporalité est celle de la concision et parfois de l'immédiateté du fait du pouvoir de l'image sur le texte. La bande dessinée peut se passer des procédés de la description ou de la narration pour suggérer un sentiment ou planter un personnage ou un décor. Alors, je vais essayer d'en donner un exemple assez simple. Nous sommes encore au tout début donc, du cycle Murena, donc toujours la première série. Alors,
je resitue pour ceux qui ne sont pas familiers, ils ont le droit, la famille des Julio-Claudiens. Je resitue le personnage, enfin les deux personnages qui sont ici, enfin les trois, puisqu'il y en a trois, mais bon, tout tourne autour de deux surtout, qui sont ici en scène. Vous avez de dos sur la vignette de gauche l'empereur Claude. Et les deux personnages plus jeunes sont donc d'abord de dos, puis ensuite de face, le jeune Néron. Et puis celui avec lequel Claude s'éloigne après le spectacle du combat de gladiateurs, c'est le jeune Britannicus. Alors, si vous connaissez Britannicus de Racine, vous savez que celui-là, ça finit mal pour lui. Bon. Et ce que ces deux vignettes vont nous expliquer, c'est justement toute cette histoire de Néron et de Britannicus, la relation entre Néron et Britannicus, et pourquoi ça va mal finir pour Britannicus. C'est que vous avez deux jeunes gens ici, qui sont tous les deux potentiellement héritiers de l'empereur Claude, qui ont tous les deux le même statut de fils. Alors, ce ne sont pas les fils d'un même lit, hein, donc bon, il y a une différence entre les deux, mais ils sont tous les deux des princes, potentiellement héritiers. Et ce qui se joue sur ces deux vignettes, et puis dans les quelques-unes qui précèdent et puis qui vont suivre, mais tout se joue surtout dans celle que vous avez à droite là, hein, c'est la question de la relation entre Britannicus et Néron. Et j'ai envie de dire que même quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de Britannicus et Néron comprend, à partir de la vignette de droite, que quelque chose va se passer entre les deux. Puisque vous avez un père qui s'éloigne en tenant avec un geste donc de familiarité et d'affection paternelle son fils, et qui lui dit qu'on nous laisse à présent, je veux rester seul avec mon fils. Et immédiatement, alors si on était au cinéma, là on aurait une caméra qui se retournerait avec un gros plan sur le visage de Néron. Donc simplement un visage en gros plan, avec une expression faciale, alors qui n'est pas très expressive. On ne peut pas dire que ce soit une passion portée à son paroxysme, mais très clairement, là on a un personnage qui a l'air d'être très dubitatif, inquiet, etc. Donc qui n'est pas heureux en tout cas. Et je pense que surtout, l'idée qui se détache ici de cette vignette, c'est celle de la très grande solitude et du sentiment d'abandon du personnage. D'abord parce que la vignette est uniquement centrée autour donc, de son visage, hein, un visage qui n'est pas très expressif, mais dans lequel on peut lire quand même une certaine forme d'inquiétude, d'anxiété, voire de colère. Et puis cet arrière-plan, l'arrière-fond, là, donc, qui est un ciel bleu sans grand intérêt, enfin complètement uniforme, qui ne dit rien, qui n'a rien à raconter. Donc pour moi, l'impression qui se détache ici de la succession de ces deux vignettes, c'est d'une part dans celle de droite, donc l'abandon, la solitude de Néron et le sentiment qu'il en ressent. Et là, je pense que le lecteur comprend que Néron va non seulement peut-être chercher à être un fils aimé, mais surtout qu'il va se dérouler une sorte de drame entre Néron et le jeune Britannicus, qui est ce qu'on appellerait, si on était dans du théâtre bourgeois, un drame de la jalousie. Donc si vous voulez, pour moi, deux images ici, deux images assez simples, parce que je veux dire, on peut apprécier, je veux dire, la simplicité des procédés, hein, surtout la vignette de droite, hein, c'est vraiment c'est d'une simplicité extrême, peuvent déjà donner toute une histoire et dire beaucoup de choses qu'un texte, qu'une narration aurait eu à expliquer, à expliciter de manière un peu longue. D'ailleurs, vous l'avez vu, la manière dont moi je commente les images, c'est assez long, alors que les images en disent très vite beaucoup plus. Alors, je voudrais vous montrer aussi deux autres ici planches avec leurs vignettes. Donc, nous sommes dans la suite du chapitre. Autre épisode très célèbre donc du règne de Néron, c'est l'épisode de l'assassinat de sa mère, Agrippine, donc commandité par lui. Donc vous savez que toute l'histoire de Néron, c'est d'arriver à devenir véritablement prince, empereur, et d'être reconnu comme tel. Alors ça va passer par l'assassinat du jeune Britannicus, mais une fois que Britannicus était assassiné, il reste un obstacle pour que Néron soit véritablement le souverain plein et entier, c'est sa mère. Qui est une mère possessive qui gouverne à sa place, il va falloir qu'il s'en débarrasse. C'est un épisode très célèbre qui a été raconté par les historiens latins, que l'on retrouve alors dans la littérature postérieure, qu'elle soit d'ordre dramatique ou même plus sur de l'ordre de récits, que l'on retrouve abondamment. Alors, évidemment, je n'entrerai pas dans le détail. Le choix du scénariste ici, ça a été vraiment de s'inspirer de manière très très exacte des récits que nous avons chez les historiens latins Tacite et Suétone de cet épisode.
Donc du point de vue du scénario, il y a une très grande exactitude. On sent la volonté de raconter cette histoire telle qu'elle est censée s'être déroulée, en tout cas du point de vue des témoignages contemporains. Et puis à un certain moment, au moment où il va être donné l'ordre donc à une escouade, bon la vignette est coupée, mais là vous voyez c'est celle qui est en haut qui est coupée, donc c'est toute une escouade qui part se rendre sur la résidence d'Agrippine pour perpétrer l'assassinat commandité par son fils. Le récit s'arrête. Alors il s'arrête sur une première vignette qui est en bas de page. Alors le choix n'est évidemment pas laissé au hasard, hein, le fait que cette vignette soit en bas de page, puisque ce qu'on pourrait appeler cette suspension ou ce suspense de l'action se poursuit sur la page suivante, donc la planche suivante, par une série donc de 4 vignettes. Alors c'est pas toute la planche, hein, toute la page que vous avez ici sont les 4 vignettes supérieures, mais j'ai voulu me concentrer sur celle-ci. Donc avec un choix structurel qui est intéressant, hein, vraiment une horizontalité qui saute aux yeux, une impression de duplication. Alors en réalité, les images ne sont pas dupliquées, mais enfin bon, d'un premier coup d'œil, on a l'impression que c'est répétitif, hein, que c'est 2 fois la même chose. Et puis une impression, enfin ça a été ma toute première impression quand j'ai découvert ce volume et que je l'ai parcouru pour la première fois, de 4 images où il ne se passe rien. Qui peuvent paraître un peu gratuites, puisqu'on était vraiment en plein cœur d'une action particulièrement dramatique, hein, la préparation de l'assassinat d'une mère par son fils. Puis là, d'un seul coup, on a 5 vignettes qui succèdent, où on a un personnage qui est face à la mer et qui regarde un lever de soleil. Bon. Ce sont des procédés qu'on connaît bien au cinéma parfois, hein, quand on veut pas montrer quelque chose ou quand on n'a pas grand-chose à dire. On se met à filmer des arbres ou un paysage, et puis voilà, ça permet de meubler. Alors, bon, ça a été ma première impression. Et puis en réalité, dans ces 4 vignettes, quand on s'arrête un petit peu, il se passe beaucoup de choses. Alors d'abord, il y a une vraie narrativité, hein. C'est pas 2 fois le même soleil, c'est pas 2 fois le même visage, hein. Les plans ne sont pas les mêmes, et puis le deuxième soleil, on voit qu'il s'est levé, donc il s'est passé quelque chose. Il y a de l'action, même si c'est quand même un moment de suspense et de suspension de l'action principale, mais bon, tout le monde sait bien que c'est un des effets de dramatisation. C'est au moment où il va se passer quelque chose, c'est d'arrêter en partie l'action et puis d'essayer d'attirer l'attention vers autre chose. Mais surtout, il y a une symbolique très très forte dans ces images. Et là encore, je crois que les images disent beaucoup, sans avoir besoin d'un texte. Néron, ici, est au moment où il va devenir véritablement empereur. Il est à la veille de son avènement, puisqu'il fallait qu'il qu'il fasse assassiner sa mère pour pouvoir vraiment être véritablement l'empereur qu'il souhaitait être. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se met face à la mer et il regarde un lever de soleil. Alors, il n'y a rien de symboliquement plus fort que cette idée du lever de soleil. Alors, ceux qui sont un petit peu familiers du règne de Néron savent que Néron a voulu placer toute sa royauté sous le thème de la royauté solaire, de la royauté apollinienne. Il a voulu être un roi soleil avant l'heure. Et donc voilà, c'est ce que en fait ces 4 vignettes pour moi nous racontent. Alors elles le racontent avec des moyens assez simples, hein, avec l'impression de ne pas dire grand-chose, d'être simplement là pour suspendre l'action, mais en réalité elles sont symboliquement assez chargées de sens. Alors, un autre exemple de ce que peuvent être les pouvoirs de l'image. Au chapitre 5 du cycle apparaît un personnage qui est vraiment le méchant par excellence, c'est Tigellin, un des conseillers de l'empereur, qui est vraiment un sale type, hein, et qui apparaît dans l'histoire. La vignette que vous avez sous les yeux, c'est la première apparition de Tigellin. On s'attend à le voir, enfin ceux qui connaissent l'histoire en tout cas du règne de Néron, s'attendent à voir Tigellin apparaître à un moment ou à un autre, parce que c'est un personnage qui joue un rôle central dans les intrigues de la cour. Et ici, c'est sa première apparition. Voilà. On ne l'a pas vu avant. Bon, je ne sais pas ce que vous pensez de la tête de ce personnage, mais je pense que tout le monde a compris qu'il était mauvais, que c'était un méchant. Le visage qu'on lui fait, ici le portrait qu'on lui dresse, c'est un portrait assez conventionnel. On pourrait faire des analogies avec les méchants du cinéma aussi. Je pense en particulier au cinéma américain qui est extrêmement codifié, qui repose sur des conventions très très fortes sur les
les visages hein, des personnages. Il y a aussi des conventions théâtrales hein, dans certains arts du théâtre qui permettent d'identifier assez facilement, notamment les théâtres qui reposent sur le masque, qui permettent assez facilement d'identifier le rôle ou le statut que les différents personnages ou acteurs ou protagonistes vont jouer. Et là, pour moi, Tigellin, il a tous les traits du méchant. Alors, si on pense aux péplums hollywoodiens, que ce soit les péplums à l'antique ou les films sur le Moyen-Âge, les Robin du Bois et autres, en général, Robin des Bois, le méchant, il a à peu près toujours cette tête-là. Hein. Toujours une petite barbichette, visage émacié, etc. Il a une tête, parce que tout ça, ça s'inspire aussi de caricatures et de stéréotypes qui appartiennent à l'imaginaire collectif. Il a un peu une tête d'oriental, dans le mauvais, je veux dire, dans le mauvais sens du terme, donc avec derrière toujours des relents un peu de, je veux dire, de racisme. Hein. Bon, en tout cas, il n'a pas la même tête que les autres. On peut comparer ce visage de Tigellin avec les visages de ceux qui l'entourent. Il y a quelque chose qui le distingue immédiatement et qui va faire de lui le méchant par excellence. Alors ça aussi, pour moi, c'est vraiment un des pouvoirs de l'image. C'est que comme le cinéma, comme le théâtre, la bande dessinée, eh bien, on n'a pas besoin d'une description d'un portrait pour nous faire penser au fait que le personnage est méchant. Il suffit de le dessiner, de le montrer, et de le dessiner d'une certaine manière. Alors, l'un des intérêts aussi bien du roman historique que de la bande dessinée historique, c'est qu'il y a quand même toujours une part de création aussi bien pour le scénariste que pour le dessinateur. Quand on lit Murena, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des personnages qui sont des personnages dont les traits historiques, les traits physiques nous sont bien connus, et pour cela, le dessinateur n'a pas beaucoup de choix. Surtout qu'ici, ils ont tous les deux fait le choix d'être assez fidèles à l'histoire. Donc on retrouve un Sénèque qui est à peu près ressemblant à son portrait qu'on lui connaît. On retrouve un Néron qui est ressemblant au buste de Néron que l'on connaît. Et puis alors il y a aussi des personnages totalement fictifs, comme le fameux Murena. Donc lui, c'est le personnage autour duquel toute l'histoire va pouvoir vivre parce que c'est une fiction. Et puis Tigellin, c'est un vrai personnage historique, mais sauf que c'est un personnage dont on ne connaissait pas la tête. Donc voilà, c'est très facile pour le dessinateur de lui inventer la tête du vrai méchant. Et puis alors, dernière, je dirais, illustration de ce que peuvent être les pouvoirs de l'image, j'ai envie de dire, c'est lorsque l'image existe pour elle-même, lorsque l'artiste, le dessinateur a envie de s'exprimer. Donc vous avez quelques planches comme ça, alors ce sont toujours des planches des vignettes hein, de pleine page dans le volume, où là, je dirais, le dessinateur s'est fait plaisir. Cette image-là, je vous dis, n'a pas d'intérêt dramatique, elle n'apporte rien par rapport au déroulement de l'action. C'est un beau paysage romain avec un coucher de soleil, hein, version un peu carte postale, souvenir de vacances été 55 après Jésus-Christ. Donc c'est gratuit, c'est totalement gratuit hein, du point de vue de la narration, etc. C'est de mon point de vue légèrement kitsch ici en plus parce que vraiment ce paysage, je veux dire, à l'antique avec les statues, les temples, le coucher de soleil, ça fait vraiment carte postale de l'Antiquité. Mais bon, le dessinateur, il s'est fait plaisir, quoi. Il voulait son paysage romain typique. Ce qu'on n'a pas évidemment dans la littérature. Hein. Dans la littérature, les descriptions gratuites, ça n'existe pas. Tout le monde sait bien qu'une description littéraire a une raison d'être, a un sens. Alors, dernier aspect qui m'intéresse, et puis on finira là-dessus, c'est ce que la bande dessinée doit au cinéma. Parce que de mon point de vue, la bande dessinée doit beaucoup au cinéma. Pas qu'au cinéma, mais elle doit beaucoup au cinéma. Et aujourd'hui, on s'aperçoit de plus en plus que la réciproque est vraie, c'est que de plus en plus, aujourd'hui, le cinéma doit beaucoup à la bande dessinée. Alors, il y a une série de planches dans d'un des chapitres de Murena qui reprennent le célèbre épisode d'un péplum qu'à mon avis vous pourriez identifier immédiatement ici. Je vous montre une vignette. C'est la course de chars de Bénur. Bon. Si vous ne connaissez pas Murena mais que je mets cette vignette sous vos yeux, vous allez me dire « Ah mais c'est Bénur ». Alors effectivement, il y a toute une série de vignettes, tout un épisode, alors qui est une pure fiction hein, dans le cycle, qui n'apporte pas grand-chose, je dirais, à la compréhension de la fable qui est rapportée, puisqu'il introduit des personnages qui sont des personnages totalement fictifs, dont on aurait pu se passer. Mais l'idée, c'était un petit peu de se dire, puisque c'est une bande dessinée romaine, il faut un épisode de course de chars. Et si cet épisode peut rappeler celui que tout le monde connaît, qui est vraiment bien gravé dans notre imaginaire,
Bénure, on va le faire. Alors, je vous montre qu'une vignette, mais si vous reprenez tout l'épisode, vous retrouvez vraiment tous les éléments de cette fameuse séquence dans Bénure de la course de chars, hein, avec les chars qui se fracassent les uns contre les autres, un personnage, le méchant aussi, qui essaye par des artifices qui sont pas sportifs de réduire à néant tous les autres. Donc c'est vraiment Bénure. Alors, il est vrai que Murena appartient à un genre particulier qui est celui de la fiction historique, hein, inscrite dans l'Antiquité romaine, et c'est la raison pour laquelle, comme j'ai dit dès le début, il va emprunter à des lieux communs. Et l'univers recréé par le scénariste comme par le dessinateur repose sur une tradition littéraire, mais aussi sur un imaginaire collectif contemporain. Donc la bande dessinée va ressasser un certain nombre de clichés, de stéréotypes, qui sont immédiatement identifiables et qui permettent, je dirais, avec peu de moyens, de recréer un univers, puisque en fait c'est un univers qui est bien connu du lecteur, sur lequel il n'y a pas vraiment à inventer. Mais entre la bande dessinée et la tradition littéraire dont elle peut s'inspirer, vient s'intercaler la production cinématographique avec ces images qui sont elles-mêmes inscrites dans l'imaginaire collectif. Alors, une récente exposition qui était organisée à Paris a montré d'ailleurs ce que le cinéma, et en particulier le genre du péplum, devait à la peinture de style académique et pompier de la fin du XIXe siècle. Je vais vous montrer quelques exemples de production picturale de la fin du XIXe siècle. Celle-ci est très célèbre, c'est un tableau de Jean-Léon Gérôme, donc un peintre dit pompier, qui s'intitule Polique Huerso, ça date de 1872, on peut la voir au Musée des Arts de Phoenix, dans l'Arizona. C'est une scène de combat de gladiateurs, et je dirais que cette scène, pour nous, alors à l'époque, c'était pas un stéréotype, puisque c'est un des premiers tableaux, une des premières représentations picturales d'une scène de combat de gladiateurs, mais cette scène est devenue pour nous aujourd'hui un stéréotype. C'est en quelque sorte ce que je vous montre ici, là, c'est, je dirais, l'élément premier, enfin l'origine de ce stéréotype du combat de gladiateur. Et aujourd'hui, on ne peut pas voir qu'un combat de gladiateur au cinéma ou ailleurs, sans avoir une image qui ressemble à peu près à celle-là, du point de vue des décors, des costumes et des situations. Et puisqu'on parlait de Bénure, voilà, je vous montre un autre tableau de la fin du XIXe siècle d'Alexander von Wagner, intitulé La course de chars. Donc c'est pas difficile, c'est La course de chars, 1882. On le voit à la Galerie d'art de Manchester. Et très clairement, ce tableau qui est de 1882, il est inspiré du best-seller Bénure, puisque Bénure est publié en 1880. Ça a été un best-seller, Bénure. Donc là, je pense qu'on a un peintre qui a voulu représenter la fameuse scène de Bénure. Et depuis cette représentation, qui est la première représentation visuelle historique de la course de chars de Bénure, j'ai envie de dire, sans forcer le trait, que toute course de chars ressemble à celle-là, au cinéma ou ailleurs. Donc c'est comme ça que se créent des imaginaires collectifs. Et que ces imaginaires collectifs sont souvent des expériences visuelles. Alors là, ce que je vous montre, c'est une bande dessinée sur l'Antiquité célèbre, c'est Alix, donc Jacques Martin. C'est une planche du premier numéro, donc Alix l'Intrépide, où le personnage d'ailleurs n'a pas encore tout à fait pris les traits qui vont être les siens après. C'est un personnage qui a évolué, comme souvent d'ailleurs avec les personnages de bande dessinée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est quand on lit ce premier numéro de Alix l'Intrépide, on a l'impression que Jacques Martin a voulu accumuler dans ce premier numéro tous les lieux communs et tous les clichés empruntés au péplum, l'imaginaire collectif à l'antique. Je ne vais pas les énumérer les uns après les autres, mais dans Alix l'Intrépide, vous avez des combats de gladiateurs, des courses de chars, des combats de galères, des crocodiles dans des fosses qui essayent de boulotter des bonshommes, des gens qui sont mis dans l'arène pour être boulottés par des lions. Vous avez une ville incendiée, enfin vraiment tous les stéréotypes, tous les clichés. En quelque sorte, c'est le premier numéro de la série et j'ai envie de dire, il doit donner le programme, il doit donner le genre et le lecteur doit se retrouver dans un univers qui est censé lui être étrange puisque c'est l'art romantique et en réalité il se retrouve dans un univers qui lui est complètement familier parce qu'il fait partie de son imaginaire collectif. Donc là vous avez aussi une course de chars à la Bénure chez Alix et puis un combat de gladiateurs à la Bénure. Et si j'agrandissais les gladiateurs qui se battent là sur les vignettes de la partie inférieure, vous verrez que ce sont les mêmes que ceux de Jérôme sur son tableau Polique Huerso. Donc le dessinateur ici, il avait un tableau célèbre à l'esprit et il s'en est inspiré pour pouvoir réaliser ces vignettes. Alors, je terminerai
sur cette question des clichés, des stéréotypes qui doivent beaucoup au cinéma, quand même sur une vignette donc, de Murena. C'est une scène de banquet, et qui nous présente là encore ce qui, dans notre imaginaire, dans nos fantasmes contemporains, est par excellence le banquet virant à l'orgie romaine, dans lequel on trouve à peu près tous les clichés qu'on trouve dans la littérature populaire depuis la fin du XIXe siècle, dans la peinture aussi, dans la bande dessinée, au cinéma, sur ce que peut être la vie de la bourgeoisie romaine, qui n'a pas grand-chose à faire d'autre, parce qu'elle s'ennuie, que de passer des nuits entières à célébrer des banquets, des orgies sous cette forme. Et là, bon, je pourrais accumuler les représentations visuelles ou les descriptions littéraires dans la littérature populaire de banquets romains, vous verriez qu'à peu près tous les éléments s'y retrouvent, sont à peu près toujours les mêmes. Il manque juste, mais elle pourrait y être, il manque juste une esclave sur laquelle on s'essuierait les mains, dans les cheveux de laquelle on s'essuierait les mains, et on aurait à peu près la totale. Donc on est vraiment dans le stéréotype complet. Donc, pour conclure, j'ai envie de dire que la bande dessinée, comme beaucoup d'autres formes d'expression et beaucoup d'autres formes d'art, est un réceptacle de notre imaginaire. Bon, ça, je veux dire, c'est facile de le dire. Hein. J'ai pas dit grand-chose de très original ni de très novateur lorsque j'ai dit ça. Que ce statut, elle le partage avec toutes les autres formes d'art ou d'expression, mais que chez elle, je dirais, ce statut de réceptacle de l'imaginaire, d'un imaginaire qu'elle peut croiser avec d'autres genres ou d'autres formes artistiques, parce qu'elle a cette possibilité de, je veux dire, de la diversité des moyens, l'image, le texte, et bien que ce statut donc qu'elle partage avec les autres, donc d'être un réceptacle de l'imaginaire, est peut-être plus marqué chez elle que chez d'autres que dans d'autres productions artistiques, de par son accès plus immédiat, grâce à cette combinaison réussie et équilibrée entre le récit, la fable, le texte et l'image. Voilà. Donc j'espère qu'à travers ces éléments, je pourrai ouvrir quelques volets de réflexion chez tous. Donc vous voyez, bon, ce que j'ai présenté, c'est quelque chose qui était volontairement assez théorique, hein, panoramique. Hein, je n'ai pas voulu me centrer sur des choses trop précises. Alors peut-être qu'il y a déjà tout de suite certains qui souhaitent réagir par rapport à ça. Alors sur cette question des genres, peut-être sur cette question de la représentation de l'action, qui pour moi était quelque chose d'important et qui me paraît important aussi pour la bande dessinée. Le lien entre bande dessinée et art dramatique, avec l'aspect texte et mise en scène. Le lien avec le cinéma, je ne sais pas si on en parlera aujourd'hui, mais bon, c'est quelque chose qui pourrait être intéressant à exploiter. Alors à qui je donne la parole? Je ne peux pas être très très long. Hein. Sans doute, ça m'a donné presque envie de lire tout ça, hein, Murena. Ce qui est drôle, c'est l'approche un peu poète que vous avez vis-à-vis de la lecture et de la mise en scène en fait, de la bande dessinée, parce que c'est finalement un terme qu'on n'a pas entendu, le mot mise en scène. Ce qui est un terme de vocabulaire que la bande dessinée partage avec d'autres formes d'art, comme le théâtre, le cinéma, et même la littérature, pourquoi pas, d'une certaine manière. Mais là où j'avais juste envie de réagir, c'était pour donner un point de vue de l'intérieur, voilà, puisqu'on est tous auteurs ici et que du coup on utilise pour raconter nos histoires un certain nombre de codes en bande dessinée. Et ce qui fait aussi la spécificité de la bande dessinée par rapport au cinéma, à la littérature, etc., c'est un mode très particulier à cette forme d'expression de la transcription de la temporalité. J'ai entendu parler de temporalité. La manière dont la bande dessinée va l'exprimer par rapport au cinéma et par rapport au théâtre est très différente, puisque le spectateur d'un film ou d'une pièce de théâtre va avoir la sensation de temporalité immédiate. Hein, une action qui va être filmée pendant 30 secondes sur un plan fixe, le spectateur va la ressentir, alors que pour la bande dessinée, on est obligé d'utiliser des artifices pour la suggérer. Ces artifices passent, entre autres, et là évidemment mes éminents collègues m'arrêteront si jamais je me trompe, ou si j'oublie des choses,
Mais ces artifices passent à travers eh bien, une contrainte majeure qui est celle de la deux dimensions. Alors après on pourra rebondir sur le numérique, puisque le numérique va apporter d'autres formes de représentation, mais sur la bande dessinée papier, lecture, album, on est confronté à un espace bidimensionnel où la temporalité ne s'exprime pas par un ressenti, mais par une intellectualisation. On va utiliser pour ça la forme des cases, par exemple. Je reviens sur l'exemple du lever de soleil face à Néron. Évidemment, une des premières choses qu'on est censé apprendre, ou en tout cas savoir quand on fait la bande dessinée, c'est que la forme d'une case va induire une temporalité. C'est-à-dire qu'on va utiliser des cases horizontales très larges pour y mettre du décor, du texte, différentes actions, ce qui va donner au lecteur la sensation que le temps s'écoule plus lentement. Alors que quand on va vouloir mettre en scène une action, quelque chose qui va être rythmé, on va plutôt utiliser des cases verticales qui se succèdent comme ça. Ça, c'est les principes de base. Après, comme tout principe de base, il y a des auteurs qui s'amusent à tordre ces règles-là et à en faire autre chose. Mais ça, on est sur de haute voltige. Mais sur les principes de base, c'est de ça que m'évoquait votre analyse. Donc là où vous parlez de manière poétique, moi je vois plutôt quelque chose de plus technique quelque part dans la représentation. Je veux bien qu'on revoie l'image avec le coucher de soleil. Ouais. Moi je suis un peu... je connais pas Murena, mais j'ai jamais lu. Là, visiblement, effectivement, on est sur une BD qui veut jouer avec les clichés, qui veut raconter l'accent, qui veut être même limite premier degré. Et puis là, effectivement, on a une mise en scène, dans ce que racontait Johan sur la temporalité. Moi, je dirais que dans une page de bande dessinée, on a, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est comment les cases fonctionnent entre elles. Et la première impression, c'est, quand on tourne la page, on regarde une page, on voit d'abord la première image qu'on voit, c'est l'ensemble des cases entre elles. Et là, visiblement, on a un zoom, et on a le soleil qui prend la forme du crâne de Néron. Donc les deux cases marchent ensemble, le soleil qui fait son cerveau, entre guillemets, et puis son visage. Donc effectivement, personnellement, je trouve ça un peu lourdin, mais c'est évident. Voilà, c'est la couronne du dieu, c'est évident. Quand on voit même la page en son entier, après on va pouvoir lire, deuxième temps de lecture, case par case. Donc ça c'est intéressant. Et puis tout à l'heure, il y avait, qui m'a un petit peu gêné, sur le côté carte postale, la grande image tout d'un coup. Comme quoi ça sert à rien et c'est un beau dessin. Bon, après moi si je suis jugement esthétique, chacun voit ce qu'il veut, mais c'est pas gratuit du tout. Je veux dire, pour moi c'est pas du tout gratuit d'avoir tout d'un coup une énorme case. C'est-à-dire qu'on peut tout d'un coup sortir d'une dizaine de cases, de plein de petits éléments, d'une scène d'action très dense, et puis tout d'un coup, waouh, on respire. On regarde, on prend le temps, on va passer du temps dans l'image. Et puis, on arrête, quoi. C'est presque l'art du dessinateur BD de dire, ben là, je vais aller très très vite. Tout d'un coup, je vais mener mon lecteur à toute vitesse. Ou tout d'un coup, je vais lui dire, je vais aller très très lentement. Et je vais prendre mon temps sur une case. Et là, à la limite, des fois, ça marche pas toujours. Hein. Je me souviens de Tintin, enfin Hergé, c'est mon maître, entre guillemets. Et des fois, il y a des moments où il met des grandes cases comme ça, des grandes pages, et je trouve que ça marche pas toujours. Mais... Enfin, toujours, il y a une volonté quand même de mise en scène derrière, et une volonté de faire pause dans ces cas-là. Et de laisser le temps de s'installer dans un récit. Quoi. Voilà. Et puis, dernière chose, enfin, sur le discours, effectivement, on véhicule des clichés qui datent de très très longtemps, mais on peut aussi, la BD est assez connue pour ça, pour détourner les codes et produire autre chose que du cliché. J'ai pas d'exemple en tête de péplum rigolo, mais il y en a des tas où on se moque effectivement, Astérix, voilà, là dans lequel on a fait un, où on se moque comme ça des genres et on les utilise presque comme un truc rigolo, quoi. Voilà. Et puis enfin, je veux dire, on n'est pas obligé de coller à un univers à ce point-là, quoi. On peut aussi en raconter carrément autre chose, quoi. Moi, je pense, je vais faire ma promo, mais là, par exemple, on a fait avec Thierry Baudouet un petit bouquin sur le péplum aussi, c'est un genre de péplum, où on a, c'est comme un petit
on appelle ça un petit comics. On a d'un côté du livre le point de vue de ceux qui habitent la cité, c'est-à-dire entre guillemets les Romains civilisés, et on se rend compte que bon, ils sont un petit peu dégénérés, quoi. Et puis de l'autre côté, quand on retourne le livre, on a Totem qui est la partie sauvage, sauvage des. Le grésille peut-être. La partie sauvage. Bah, voilà, là, par exemple. Ah, bah, c'est bon là? Ouais, c'est bon. Non. Ah si. D'accord. Voilà donc la partie civilisée que traite Thierry. Donc on n'est pas du tout dans, enfin je trouve, hein, après je me trompe peut-être, dans les clichés esthétiques qu'on retrouve là. Là on a vraiment un rouge saturé et puis quelque chose d'assez noir, d'assez violent. Et puis pour ma part, donc quand on retourne le livre, on a la partie, bon bah, c'est peut-être pas mes plus belles pages, mais bon, voilà, c'est quelque chose de très sauvage, de très brutal, où bah là nos braves sauvages sont presque caricaturaux aussi, mais et voilà, c'est une autre façon de traiter le genre du péplum, quoi. On peut en faire autre chose. Avec un genre, on peut faire des tas de variations. C'est ça que je voulais dire, quoi. Je vais rebondir là-dessus parce que c'est vrai que du coup moi j'ai fait les voleurs de Carthage avec le scénariste Apollo et je pense que justement on se situe dans un entre-deux entre la BD qui utilise les clichés mais qui moi je les assume complètement, c'est-à-dire qu'en faisant cette bande dessinée on parle de la chute de Carthage, il y a très très peu de choses sur cette époque, très peu de récits, si ce n'est ceux des Romains et pour le coup on ne sait pas si c'était pas à charge et du coup il a fallu jouer avec à la fois le peu de documentation que moi je pouvais trouver en tant que dessinateur et puis évidemment tout l'imaginaire collectif qui repose à la fois sur le cinéma, donc évidemment les péplums et notamment c'est vrai des peintres pompiers comme Roche-Grosse ou comme Jean-Léon Gérôme et dont je me suis moi fortement inspiré, donc comme quoi c'est bien vrai, ces clichés existent bien et il faut d'ailleurs moi je m'amuse à les utiliser et avec Apollo au niveau du scénario il y a cette part aussi, cette volonté d'utiliser des clichés, puisque dans le deuxième tome qui n'est pas encore sorti, on va utiliser la fameuse, ce fameux, comment dire, cette divinité qui est Baal-Moloch et qui visiblement en fait n'a jamais existé, ou en tout cas c'est pas du tout sûr, et en tout cas c'est encore moins sûr qu'il y ait eu des massacres de bébés comme ça a été décrit dans Salammbô de Flaubert. Cependant, cette image-là, elle est très marquante, et quand on a envie de faire un péplum et qu'on le déclare vraiment comme un péplum, on a envie de s'amuser avec ces codes-là, avec ces clichés. Donc autant les utiliser. Après, là où je trouve ça intéressant dans la manière qu'a Apollo de s'emparer du péplum, c'est que ces personnages, eux, par contre, sont à l'inverse des clichés qu'on pouvait retrouver dans une bande dessinée péplum type Alix, justement. Ça, là, le personnage féminin est assez éloigné de ce que je pourrais appeler une potiche grecque ou romaine, ou d'une amphore plutôt, ouais, du coup. Et même au niveau des dialogues, il fait dialoguer ses personnages de manière très contemporaine. Et donc on peut être sur un entre-deux comme ça, où évidemment, pour le dessinateur, il y a une part de plaisir. Moi, j'utilise justement ces fameuses grandes cases parce qu'il y a des moments où on a envie de ça aussi. Et puis, moi, j'aime beaucoup Salammbô de Flaubert, et c'est vrai qu'il y a de longues descriptions comme ça d'armées ou notamment de batailles, et que du coup, je me disais que pour certaines images, notamment une charge des derniers éléphants de Carthage, ça avait tout un intérêt d'avoir cette grande case tout d'un coup qui arrive et qui fait sens quoi, dans la narration. Donc on peut être sur les deux, mais c'est vrai aussi, pour rejoindre aussi ce que tu disais Fabien, qu'il y a des bandes dessinées qui sont à l'inverse du cliché. Là on est dans la BD de genre, enfin ce qu'on appelle la BD de genre. Donc oui, on assume parfois ces clichés, on les utilise, peut-être parfois trop, mais il y a aussi des bandes dessinées en effet qui sont très éloignées de tout ça et qui vont parler d'autres choses, peut-être qu'elles créent de nouveaux clichés d'ailleurs ces bandes dessinées, faut savoir ça, mais voilà, donc juste pour aller sur ça, et je te passe la parole. Merci. Non, je pensais à la scène d'Astérix chez les Helvètes, la scène d'orgie fameuse, en regardant les images que vous montriez tout à l'heure. Moi, je vais apporter quelques images. Alors, je ne sais pas dans quel ordre les présenter vraiment. Ça n'a sans doute pas la fluidité narrative de votre présentation.
c'est plus fragmenté, mais si la création était fluide, ça se saurait. Alors c'est Talitok. C'est ça. Ouais, c'est ça. Du coup, je vais peut-être vous voler votre chaise aussi. Oui, c'est très bien. Relis-moi ma chaise. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long. Alors pourquoi ça s'appelle je ne sais quoi, c'est justement parce que lorsque je ne sais pas exactement de quoi parler, j'intitule les présentations de cet ordre-là. Je ne sais pas si on voit bien, si ça va. Voilà, là c'est la raison pour laquelle je pense à ça, c'est que c'est un récit qui a été publié dans la revue Lapin à une époque où je vivais à Glasgow en Écosse et où j'avais fait des recherches sur un écrivain qui s'appelle Thomas de Quincey, célèbre pour un essai qui s'appelle le meurtre considéré comme un des beaux-arts. Et cette idée, en fait, la question du genre, parce que en rassemblant ces images, en fait, évidemment, je me suis posé cette question du genre, et je me suis dit, quel est le genre de mes bandes dessinées, en fait. Et j'ai pas vraiment de réponse à ça. J'ai pas non plus de réponse à la question de savoir ce qu'est la bande dessinée. Et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles j'enseigne, c'est de m'approcher aussi d'une définition personnelle. Alors, c'est venu de choses assez éparses. Je vais essayer de pas être trop long, mais moi, j'ai un lien fort avec le réel, avec la réalité, qu'elle soit contemporaine ou pas. Et il se trouve qu'en regardant avec un peu de recul mon travail, je me rends compte qu'il y a des choses qui reviennent constamment par rapport au 19e siècle. Et je pense que c'est une des raisons de cette fascination ou cet intérêt, c'est sans doute le lien avec notre époque contemporaine, actuelle. Et il y a un certain nombre de choses qui ont été suscitées à l'époque et qui se répercutent. Hein, c'est pas très loin en fait. Alors ce récit, c'est donc Thomas de Quincey, aussi auteur des Confessions d'un opiumane. Donc je commence cette histoire avec une espèce de rêve d'opium, alors stéréotypé, c'est avec des chinoiseries, etc. Ce que vous avez à gauche, c'est des fragments, c'est pour montrer en fait ce que je rassemble en tant que scénariste. Et puis des croquis que j'ai fait il y a un musée de la police à Glasgow qui est intéressant, c'est une ville qui a un passé assez riche sur la question. Voilà, on a une double page avec De Quincey, donc il se réveille sur un bateau. Et je me suis dit que ce serait intéressant que ce personnage se rende en France pour essayer de faire traduire cet essai sur le crime, sur le meurtre. En me rendant compte en fait qu'à la même époque, on avait un individu en France qui s'appelait donc Lassner, qui a été rendu célèbre par les Enfants du Paradis. Et je me suis dit que ces deux personnages avaient peut-être des choses à se dire, parce qu'ils étaient tous les deux poètes et tous les deux intéressés par le meurtre, l'un de manière très pratique d'ailleurs, et concrète. Et je me suis dit que c'était peut-être trop simple d'avoir les deux personnages qui se rencontrent vraiment. Ce serait vraiment une coïncidence. Je ne crois pas tellement aux coïncidences, ça me fait toujours réagir quand je vois une histoire avec la coïncidence. Et je me suis dit que ça allait être un faux rendez-vous, qu'ils allaient se rater, mais qu'il y aurait quand même un lien entre les deux. Alors, je passe un petit peu rapidement. Il y a des allusions, des clins d'œil aussi à des gens que j'admire, comme Daumier par exemple, qui a été censuré à l'époque par Louis-Philippe. Là, c'est pas une double page, c'est deux extraits différents, puisque les Mémoires de Lassner, c'est un récit donc très intéressant qu'il a écrit en prison avant d'être guillotiné. Et on est aussi à l'époque des premières pseudosciences sur les comportements, etc. Enfin, toutes questions qui sont revenues étrangement sous Sarkozy. Là, on a la façon dont je travaille, c'est-à-dire le rapport aussi au fait, là c'est pour rejoindre ce qui vient d'être dit, c'est que ce que disait Johan sur la mise en page, effectivement, aussi l'idée que je me rends compte que dans mon travail, ce qui revient de plus en plus souvent, c'est pas tant ce que je vais montrer au lecteur que ce que je vais lui cacher. Justement à cause de ce pouvoir de l'image dont vous parliez tout à l'heure, et comment est-ce on rend le lecteur actif, avec ce risque évidemment de le perdre en route, puisqu'on est tellement exigeant, mais la barre tellement haut que finalement ça devient obscur. En plus j'ai un dessin qui est un peu virevoltant comme ça, donc voilà, il y a cette tentation de partir dans quelque chose un peu lyrique graphiquement et qui peut perdre le lecteur. À gauche c'est donc des carnets de personnel. Donc à l'époque où j'habitais à Glasgow, c'est des choses qui ne sont pas publiées. Je pense que c'est une petite parenthèse que je fais, mais je pense que l'autobiographie, si c'est un genre, il y a une question qui est souvent peut-être ignorée, c'est pas tant qu'est-ce qu'on raconte ou est-ce que ça intéresse les gens, mais c'est surtout à quel moment on le publie. Peut-être que ces pages auront une valeur plus tard. Donc j'aime assez en fait garder les choses qui ne sont pas publiées. En fait. Et puis à droite vous avez un dessin, c'est le côté voyeur du dessinateur, c'est-à-dire que la vie elle est fragmentée, le mouvement des personnes, c'est des croquis en fait, ça devient séquentiel. D'un son on dessine, là on met une trace sur le papier,
si elles se répètent, ça crée un mouvement cinétique, un phénomène optique. Ça, c'est l'idée aussi en termes de genre. Et vous pouvez évidemment m'interrompre si je suis trop bavard, parce que c'est fragmenté, c'est une manière de procéder qui n'est pas linéaire. C'est à l'époque où je me suis installé en Écosse, j'ai un anglais très relatif. Et j'ai publié des choses avec des compères dans une publication qui s'appelait Parade. Et là, c'est en fait l'adaptation d'une chanson de Tom Waits et de Kathleen Brennan qui s'appelle Going Out West. Et l'idée de la chanson, du rythme aussi m'intéresse beaucoup. On a parlé de poésie, mais si on met deux mots ensemble dans une phrase et qu'il y a un retour à la ligne, en fonction des rimes, etc., on peut aussi adapter peut-être ce système à la bande dessinée avec deux cases qui en se rencontrant ou avec une forme de friction, vont créer une troisième case. C'est pas nouveau ce que je raconte. Grunstein et d'autres ont parlé de cette Scott McCloud, etc. ont parlé de cette case fantôme, cet espace intericonique. Mais voilà, je pense qu'il y a une rythmique, il y a une logique un peu mécanique qui peut être intéressante pour un auteur de bande dessinée à utiliser. Alors une question cruciale. Il s'agit du travail d'une de mes filles en 2006, donc elle avait 4 ans. Donc un travail qu'on lui avait donné à l'école. Alors, est-ce que tu aurais réussi à remettre cette histoire dans le bon ordre? C'est ce qu'elle a demandé à la maîtresse. Et donc, ma fille Maeve a expliqué après, parce qu'elle n'écrivait pas, ce qui se passait. Donc, l'écureuil, il a vu une noisette, il l'a mangée à l'envers. Il a revu une autre noisette, et il l'a mangée pas à l'envers. Et alors, en haut à droite, on a le commentaire de la maîtresse, que j'ai immédiatement félicité, qui dit « L'histoire paraît logique, même si ce n'est pas celle attendue ». Et pour moi, ça résume en gros toutes mes préoccupations d'auteur de bande dessinée, quoi. C'est-à-dire cette idée qu'on n'est pas forcément dans le découpage, puis le crayonné, puis l'ancrage. Il n'y a pas forcément une recette, mais il y a peut-être des principes, ce qui est totalement différent. Un de mes bouquins paru il y a déjà un moment et je suis en train de revisiter pour un projet de spectacle et qui a expliqué mon départ à Glasgow. Avec l'idée peut-être de cet aspect fragmenté dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ne pas justement donner une carte de cette ville dans laquelle se passe l'histoire et qui est finalement une forme de personnage principal, mais laisser au lecteur son propre cheminement, essayer de surtout pas faire un principe qu'on peut trouver dans d'autres genres comme l'heroic fantasy, où on donne toutes les clés, on a l'univers, voilà, on peut après il n'y a plus qu'à faire le merchandising et au contraire donner des choses un peu elliptiques qui fonctionnent comme ça entre les cases, quoi. Voilà une double aussi. Là, c'est un personnage qui remet au goût du jour un guide touristique. Donc, le décalage entre le texte et l'image, c'est toujours très intéressant de montrer un texte qui va vanter un lieu, puis de montrer que le lieu est complètement désolé, inquiétant, etc. Là, une rencontre entre deux personnages, ça rejoint ce que disait Johan sur le fait qu'on travaille en 2D sur du livre. Enfin, alors là, c'est un volume, c'est quand même de la 3D, mais l'idée de tourner les pages. Et la première rencontre entre les deux personnages, et ils se rencontrent en se regardant d'une page à l'autre. Parce qu'il y a une espèce de distance qui est liée à leur milieu social, en l'occurrence, puisque lui vient d'une bonne famille, et la fille travaille à l'hôtel, celle qui change les draps, quoi. Les lieux qui sont là sont des lieux qui n'existent plus. Le George Hotel, c'est un hôtel à Glasgow, donc il y a aussi un travail de... Enfin, moi, je suis très sensible aux lieux, j'aime bien me promener, et parfois les histoires sont suscitées en fait, par les lieux. Je regardais tout à l'heure l'espèce de tache grise sur le mur là-bas, ça m'intriguait, je me disais qu'est-ce qui s'est passé. Je poursuis, je vais m'avancer. Ouais. Des carnets de croquis, alors là c'est un peu la manière dont je fonctionne, c'est-à-dire que je vais collectionner des choses qui a priori n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Comme je vivais en Grande-Bretagne, j'étais dans un pays où la guerre de Crimée était dans l'esprit des gens à cause notamment de l'épisode de la charge de la brigade légère, donc c'est un poème de Tennyson. Et c'est une guerre oubliée en France, mais on a des mots comme Malakoff, à Nantes, Alma, le pont de l'Alma, etc. Et je me suis intéressé à ce conflit parce que pour un scénariste, un conflit, c'est intéressant parce que c'est des gens qui n'ont rien à voir entre eux, qu'on met dans un même lieu et qui vont se battre. Donc il y a des destins évidemment qui se croisent, il y a un choc au sens littéral, mais aussi au sens culturel. Et puis, parallèlement à ces recherches sur la guerre de Crimée, donc j'accumule des bouquins, je vais dans les bouquineries, j'ai des cartes postales, etc. Je me suis intéressé à la trufficulture. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas trop, c'est un truc qui m'intéressait comme ça. Donc j'ai contacté des gens qui vont chercher des trucs, je leur ai envoyé des questionnaires, etc.
Et puis après, moi, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si on met les deux thèmes ensemble, la guerre de Crimée, donc 1854, et les truffes. Et truffe égale cochon, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de victimes de la faim que des balles ennemies, et je me suis dit que voilà, le cochon, en l'occurrence, peut devenir un enjeu pour le récit. Donc c'est en fait une histoire de gastronomie et de guerre. Donc publié chez Rackham. Voilà, je vais un peu plus vite. Donc un personnage de médecin qui a des grosses dettes de jeu et qui va jouer un rôle important. Ici, on a ma vision de la guerre, c'est-à-dire j'ai la chance de jamais avoir pris par un conflit. Donc je me suis dit comment raconter la guerre. Peut-être qu'on peut faire l'avant de la guerre, le pendant. Hein, c'est un peu comme les combats de gladiateurs ou l'après. Et là, j'ai un personnage qui vient de tomber dans l'eau et qui nage au milieu des cadavres, en fait. On ne sait plus trop où on est, j'essaie de mettre le spectateur, c'est aussi le pouvoir du silence en bande dessinée, c'est essayer de le mettre dans une espèce d'ambiance comme ça un peu fantasmagorique, ou voilà, les pages suivantes, et en fait il se réveille dans un bateau, et là c'est un clin d'œil au capitaine Haddock, mais des Bashibouzouk qui se trouvent être des mercenaires turcs à l'époque, qui avaient l'habitude de décapiter leurs ennemis pour mettre les têtes sur la selle de leurs chevaux. Donc c'est aussi l'influence que je peux avoir dans mon parcours de la peinture chinoise, du vide, du non-dit, de l'ellipse, enfin, etc., du hors-cadre. Voilà, et puis des questions qui demeurent. Je fais partie d'un groupe qui s'appelle l'International Band Dessinée Society, qui a été fondé à l'Université de Glasgow en 1999. Donc je suis le seul auteur, en fait, tous les autres sont des universitaires. Et on se retrouve tous les 2 ans pour un colloque itinérant dans les universités en Grande-Bretagne. Donc on s'est retrouvé là à Glasgow, un peu à retour aux sources cet été. Et ce que je me suis... Donc ça, c'est le logotype de la société, là. J'avais dessiné il y a quelques années. Et à droite, vous avez en fait une sorte de reportage dessiné que je fais. Alors c'est aussi la question du genre. Est-ce que le reportage est un genre? Bon, ça pourrait nous emmener loin. Mais là, je me suis lancé un défi qui consiste à en fait, prendre des notes pendant les conférences, mais en faire immédiatement sur le motif une page de bande dessinée. Pour essayer de secouer, en fait, encore une fois, des recettes ou une forme de routine dans laquelle je pourrais m'installer peut-être. Et puis Lou Bapo, auquel j'ai collaboré, qui questionne aussi la forme. Une bande dessinée parue aux États-Unis en 2010, qui est une biographie de l'assassin de Lincoln, donc personnage avec la belle moustache que vous apercevez en haut à gauche, John Wilkes Booth. Et là, j'ai travaillé avec une scénariste qui s'est avérée ne pas être une scénariste, mais une universitaire réputée, spécialiste donc, du 19e siècle, de l'esclavage entre autres. Et il a fallu que je fasse un gros travail de réécriture. Je m'étais dit, ça va être tranquille, je vais pouvoir me relaxer, je vais avoir un scénario clé en main. Et après avoir lu, je me suis rendu compte, elle me l'a dit elle-même d'ailleurs, qu'elle me dit, je n'ai jamais rien écrit pour la bande dessinée. Alors, comme c'est une histoire de complot, c'était extrêmement bavard, et il y avait une espèce de méfiance inconsciente par rapport à l'image, justement. Donc il a fallu que je me suis mis d'accord avec l'éditeur qui m'a dit vas-y, tu peux élaguer. Donc j'ai taillé dans la forêt qu'elle m'avait donnée. Et l'idée donc c'était de raconter cette histoire très très dense avec aussi une forme de responsabilité qui est c'est 1865, c'est très proche de nous. Donc il y a encore des descendants de ces personnes. 90% des personnes qui sont dans cette bande dessinée ont existé aussi. Alors il y a des lieux, des rendez-vous secrets où on n'était pas, personne n'y était, mais il y a aussi plein de personnages très bien identifiés, etc. Et j'ai été en fait, il y avait une sorte de bénédiction cachée dans le fait que moi j'ai jamais mis les pieds aux États-Unis, et donc j'étais à la fois terrifié et en même temps j'avais ce recul physique, enfin géographique, qui faisait que je pouvais donner ma lecture des événements. Sachant quand même que chaque écolier américain a appris que John Wilkes Booth a assassiné Lincoln dans un théâtre, etc., au mois d'avril 1865. Donc il y avait quand même cette pression particulière. Ce qui était amusant, par contre, la plus anecdotique, c'est que donc je suis passé de la guerre de Crimée 54 à 1865, donc j'ai ressorti ma doc, et puis il fallait juste que je remette au goût du jour les robes des femmes. Je suis la mode, quoi. Voilà, d'autres préoccupations. Là, j'allais dire plus personnel, en devenir, on va dire. Ça, c'est une histoire publiée suite à un projet que j'avais fait au Japon. C'est une conversation que j'ai eue avec un éditeur coréen. On s'est mis à discuter de mythologie une nuit, comme ça, du rapport de l'homme et de l'animal, un certain nombre de thèmes. Et j'ai adapté en fait un récit mythologique. Alors, ce qui est particulier, c'est que c'est de la mythologie irlandaise, donc indo-européenne, celte pour faire court, qui s'appelle le saumon de la connaissance.
Et il y a très peu de traces évidemment archéologiques de cette civilisation, et les traces qu'on a en termes de récits, qui sont absolument fascinantes, c'est du niveau de Gilgamesh. C'est dû en fait aux moines occidentaux, moines chrétiens, qui en fait, étrangement ou pas, ont retraduit des récits des temps anciens. Donc on a la langue utilisée, donc c'est l'irlandais, traduite en anglais ensuite, est magnifique. La temporalité très particulière. Enfin, il y a tout un. Et je me suis posé la question et je me la pose toujours parce que c'est un récit court, mais j'aimerais le développer. Comment raconter de la mythologie en bande dessinée. Donc là, le rapport à la page, les 4 cases carrées, elles correspondent en fait, dans le carré, il y a du cercle. Et il y a l'idée cyclique. Donc ma mise en page, en fait, elle est partie de cette idée de quelque chose qui tourne. Et je travaille de cette manière-là, c'est-à-dire par collage, sur un papier de mauvaise qualité, ce qui m'évite toute peur de rater. Et puis le personnage que vous voyez là, donc c'est une page qui n'est pas terminée, vous avez Finn McCall, qui est le personnage en haut à gauche, qui est un ado, et qui pense à sa mère qu'on voit de dos, là, qui va s'enfuir après le meurtre de son mari. Elle va aller accoucher dans la forêt ensuite, puisque on est dans un système matriarcal. Ce bébé va être confié à des femmes qui vont lui apprendre l'art de la guerre. Alors on est à la croisée de la mythologie, de l'histoire, etc. Et donc il y a une tension tout à fait intéressante entre réalité et fiction. Donc j'ai décidé en fait d'aller dessiner sur les lieux même de l'histoire, enfin les lieux supposés de l'histoire. Et donc je me suis baladé avec, c'est ce que vous avez là, les images sont pas très bonnes, mais avec des cases que j'ai dessinées, alors évidemment pas les personnages, mais que j'ai dessinées sur les lieux, pour essayer de m'imprégner, parce que je voulais absolument éviter justement de la peinture pompier. Je voulais pas du tout être dans des pré-raphaélites, avec une vision un peu romantique des Celtes, etc. Tristan et Iseux, vous voyez, Et quand on lit ces histoires, elles sont à la fois d'une brutalité incroyable, mais aussi très très drôles. Il y a un côté rabelaisien en fait dans les récits. Donc j'ai essayé de garder ça, et c'est un projet que je souhaite développer. Je vais terminer avec ça. Non, il y a encore des choses après. Vous avez peut-être aperçu cette couverture sur les murs de Nantes récemment. Donc un collectif auquel j'ai participé, c'est l'année dernière, qui s'appelle donc Détachez vos ceintures. Où là aussi je suis dans l'ellipse, où j'ai imaginé, donc ça s'appelle éléments de langage. C'est un mot qui me fait frémir à chaque fois. Et il y a eu un appel d'offres en fait des promoteurs du projet pour qu'une boîte de com prenne en charge la communication, pour convaincre les gens que l'aéroport était une bonne idée. Et je me suis mis donc dans la tête du type qui gère ce studio de communication et qui est en panne de voiture et qui est au téléphone, donc c'est un monologue, avec un de ses collègues pour essayer d'avoir une stratégie pour emporter l'appel d'offres en fait. Voilà, je me dis que c'était intéressant de faire quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur ce projet, de réfléchir narrativement à cette question en mettant dans la tête de ce personnage. Et puis je vais terminer de vous assommer en vous parlant du bouquin sur lequel je travaille actuellement. Alors c'est pas la couverture définitive, mais ça ne saurait tarder, où je me mets en scène, et là c'est aussi un rapport à l'autobiographie, avec l'idée que peut-être en fait je ne sais pas comment qualifier ce genre, on peut appeler ça peut-être de la parabole. L'idée c'est que c'est une somme de réflexions sur la bande dessinée, et puisque cette collection, la collection Éprouvette chez l'association, est dédiée à la théorie en bande dessinée, ou à la réflexion sur la bande dessinée. L'idée c'est d'utiliser en fait des anecdotes qui n'ont absolument aucun intérêt, comme sur les blogs d'autobiographie où on vous raconte qu'on est en train de se brosser les dents, et en fait d'en tirer après, je me mets en scène dans mon atelier et j'en tire une conclusion sur la bande dessinée. Et donc tout le sel du récit, si ça fonctionne évidemment, c'est le décalage entre ce que je montre, qui n'a aucun intérêt encore une fois, et l'enseignement que j'en tire à la fin. Voilà, par exemple, quand je vais essayer d'attraper mes poules dans mon jardin avec mes enfants, mieux vaut concevoir un projet alléchant que s'épuiser à courir après les éditeurs. Donc pour attirer des poules, ça ne sert à rien de courir après, il vaut mieux leur apporter quelque chose d'appétissant. Et puis une dernière, je terminerai là-dessus. Là, c'est une réflexion sur l'enseignement de la bande dessinée, puisque je pense que tout reste à faire dans ce domaine. J'ai essayé de me rappeler ce que j'avais retenu de ma scolarité, donc 1515 bataille de Marignan, mais où est donc Ornicard, etc. Et la question, c'est donc que devrait-il rester d'un cours de bande dessinée ? Bon, merci beaucoup pour cette présentation riche. Alors évidemment, le rôle d'animateur qui m'incombe à l'origine là devient très difficile. Il
faut arriver à rassembler quelques idées des différents échanges. Bon, moi, je retiendrai deux choses qui recoupent un petit peu les différentes interventions. Alors, il y a la question du détournement, et c'est vrai que c'est une question que j'avais volontairement laissée de côté, parce que très clairement, l'exemple que j'avais choisi pour travailler, c'est un exemple qui s'inscrit dans un genre, au même titre que le roman historique, etc., où le détournement est quasiment interdit. Hein. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on appellerait le film à costume, quoi. C'est-à-dire il faut que les costumes soient authentiques. Et vous savez que maintenant, aujourd'hui, les grandes productions cinématographiques historiques, on fait venir des universitaires historiens sur les lieux du tournage pour s'assurer que si on a mis un essieu en telle forme sur la roue du char, etc., ça correspond bien à la réalité, parce que évidemment le spectateur remarquerait que le char ne ressemble pas à un char authentique. Donc bon. Donc ça, c'est une question importante. Alors, c'est une question qui concerne en fait tous les arts et toutes les pratiques, hein. Les tournements, la parodie, etc. Pour rester simplement sur l'histoire, puisque c'était l'angle que j'avais, c'est vrai que s'il y a un sujet par excellence qui se prête au détournement, c'est celui-là. Donc, de ce point de vue-là, je pense que la bande dessinée s'en est bien inspirée. Avec en plus le fait que l'intérêt de l'histoire, c'est vous parliez tout à l'heure d'imaginer ce qu'on ne voit pas, enfin des éléments de vide. L'intérêt de l'histoire, c'est quelle qu'elle soit, quelle que soit la qualité des témoignages que l'on ait, c'est qu'il y a toujours des éléments de vide, des trous, des choses qu'on ne sait pas. Et c'est là qu'intervient évidemment la créativité, la fiction et la capacité à raconter autre chose que ce qu'on peut lire dans les livres d'histoire. Donc ça, le détournement, c'est vrai que c'est un sujet dont nous devrions parler. Et puis, je ne sais pas si le mot a été prononcé, s'il a peut-être été prononcé une fois, mais en tout cas, du point de vue de l'idée, il est revenu plusieurs fois dans les différentes interventions que j'ai entendues, c'est la question de la contrainte. Alors la contrainte, c'est un principe poétique et artistique par excellence. Hein. C'est que à partir du moment où on a des contraintes et où il faut arriver à les dépasser et jouer avec, que là, l'imagination et la créativité se met à l'œuvre. Il y a la contrainte du bidimensionnel, vous avez bien montré. C'est vrai que c'est la différence sans doute entre le principal du point de vue de l'expérience visuelle entre la bande dessinée et le cinéma par exemple. Ça, c'est clair que de ce point de vue-là, même si les techniques sans doute d'image, moi je parle pas en tant que créateur, hein, mais sans doute les techniques de conception de l'image et d'imagination de l'image sur les plans par exemple, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de points communs forcément entre ce que peut être l'écriture d'un scénariste de cinéma à ce niveau-là et puis celle d'un auteur de bande dessinée, mais c'est vrai que ça c'est quelque chose que j'avais pas envisagé, pourtant c'est évident une fois que c'est dit, ça paraît évident, mais on n'y pense pas, mais sans doute parce qu'on n'a pas le regard du créateur. C'est qu'effectivement c'est un art de l'image et donc c'est une expérience visuelle, la bande dessinée, mais c'est une expérience visuelle imparfaite, puisque l'expérience visuelle parfaite, c'est la 3 dimensions, du point de vue du vécu en tout cas que nous en avons. Oui, parce que sinon, évidemment, la peinture, c'est de double dimension, etc. Donc, du point de vue de l'histoire de l'art, c'est vrai que je dirais que l'essentiel de nos expériences visuelles ont souvent été des expériences en 2 dimensions et pas en 3. Voilà. Donc, cette question de la contrainte, je crois que je l'ai senti revenir, même si le mot n'était pas utilisé forcément, explicitement, mais dans ce que vous disiez. Par exemple, sur donc l'histoire de Carthage. C'est vrai que là, c'est clairement le type d'histoire de fable sur lequel la contrainte principale, c'est que on doit partir de quelque chose qui est censé appartenir à l'histoire, mais sur lequel on ne sait rien. Donc c'est une contrainte. Mais c'est une contrainte créative, oui.